Hello à toutes et à tous pour cette troisième vidéo de la thématique Money Management. Donc, pour rappel, dans les deux premières vidéos, dans la première vidéo, je vous ai parlé, je vous ai illustré un exemple historique quand même d'un physicien, Newton, qui s'est retrouvé ruiné, qui a terminé sa vie ruinée à cause d'une erreur finalement de pilotage de son patrimoine. Première vidéo. Dans la deuxième vidéo, je vous ai finalement expliqué pourquoi la performance d'un actif ne fait pas tout et que l'on peut commettre de lourdes erreurs même si on investit dans un actif rentable qui a une performance positive. Et j'ai cité un exemple du risque, du principal risque de perte qui pèse sur les investisseurs, à savoir la mauvaise gestion de l'effet de levier qui a pour effet, s'il est mal fait, de déclencher des appels de marge qui obligent la banque finalement à couper les positions au plus mauvais moment. Dans cette troisième vidéo, je vais vous parler d'un outil qui est très très important pour optimiser la manière de faire ce qu'on appelle son money management. Alors le money management, donc vous le voyez, hein, en gros ça consiste à quoi? Ça consiste à allouer son portefeuille d'actifs. Hein, si vous avez 10 000 euros à placer par exemple, bah, comment vous allez les allouer entre les différents actifs. Donc on peut le faire avec une feuille de papier, un crayon, ça on peut le faire, mais la meilleure manière d'optimiser son allocation d'actifs, c'est d'utiliser ce que l'on appelle un générateur de scénarios économiques. Et là, justement, je vais vous parler un petit peu de mon expérience que j'ai à ce sujet. Alors, donc le rôle des générateurs de scénarios économiques dans un investissement CLF. Alors, les scénarios économiques, finalement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire là, vous avez l'historique, hein, imaginez derrière, vous avez l'historique d'un actif, vous arrivez à T égale 0 aujourd'hui. Le futur, vous ne savez pas de quoi sera fait le futur, et votre générateur de scénarios économiques, il va vous générer un ensemble, une multitude de trajectoires possibles pour l'actif ou les actifs dans lesquels vous souhaitez investir. Et à partir de ces trajectoires, vous allez pouvoir finalement voir un petit peu si vous vous sentez à l'aise avec les trajectoires gagnantes, mais également les trajectoires perdantes. Le gros intérêt en fait d'un générateur de scénario économique, c'est qu'il vous permet de visualiser dans le futur quelles peuvent être à quoi peuvent ressembler des trajectoires perdantes. Ce qui quelque part va permettre un petit peu de moduler votre appétence pour le risque. Alors, pourquoi on a besoin d'un GSE? Alors, GSE, générateur de scénarios économiques. Alors, tout d'abord, les générateurs de scénarios économiques sont inutiles pour prévoir ce qui est certain d'arriver. Je ne sais pas, par exemple, aujourd'hui, on est en 2022. Si je vous pose la question en quelle année on sera dans 10 ans, vous n'avez pas besoin d'un générateur de scénarios économiques pour ça. Si aujourd'hui, deuxième exemple, nous sommes en automne, dans quelle saison nous serons dans 6 mois, vous n'avez pas besoin d'un générateur de scénario pour ça. Si je vous pose la question dans quel état de santé on sera dans 200 ans, bon, a priori, sauf miracle médical, il y a peu de chances que je sois capable dans 200 ans de vous dire dans quel état de santé je serai. A priori, il n'y a pas beaucoup de suspense à ce sujet. Euh, Dernier point, dernier exemple, je dispose de 10 000 euros en espèces et chaque mois, je dépense 1 000 euros. Combien me restera-t-il de cash dans 5 mois? Là, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'avoir un générateur de scénarios économiques pour prédire, pour répondre à cette question. Donc, ça m'amène au deuxième point. Les générateurs de scénarios économiques sont déterminants pour ce qu'on appelle probabiliser l'incertain. C'est pour donner finalement des probabilités que telle ou telle ou telle situation se produise. Par exemple,
imaginons j'ai 40 ans, j'ai une maladie X incurable à t égale 0 qui provoque le décès dans 20% des cas chaque année. À chaque année qui s'écoule, la médecine, elle est susceptible de rendre curable la maladie X avec une probabilité allant de 10% à 30% en fonction de son stade. Question, quelle est ma probabilité d'être encore en vie à 55 ans? Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a un problème complexe qui n'est pas certain. On a une maladie qui évolue, qui a une probabilité d'entraîner la mort chaque année, mais on a en parallèle la médecine qui, elle aussi, évolue et qui donne une probabilité de guérir de cette maladie. Donc là, on voit une course finalement entre la probabilité de mourir de la maladie et la probabilité de guérir de la maladie grâce à la médecine. Et c'est là, par exemple, qu'un générateur de scénarios peut permettre de donner une idée de quelle peut être ma probabilité de guérir ou de mourir. Voilà, ça c'est un exemple. Deuxième exemple, alors là, ça serait, le premier exemple, ce n'est pas vraiment un générateur de scénarios économiques et financiers, ce serait plutôt un générateur de scénarios médicaux. Deuxième exemple, donc, qui est plus de l'ordre des générateurs de scénarios économiques et financiers cette fois, je dispose de 10 000 euros sur un compte en banque. Cette somme est investie à hauteur de 10% sur un livret A, 50% en obligations d'État assimilées au Trésor, donc les obligations françaises, 20% sur des obligations d'entreprise de maturité 5 ans et de rating triple B, et 20% d'actions européennes. J'ai un portefeuille voilà, avec ces actifs. Chaque mois, je dépense 1 000 euros en vendant une partie du portefeuille de manière à garder la même allocation. Quelle probabilité ai-je d'avoir besoin de liquidité dans un an? Là, on voit qu'on a une question complexe. J'ai de l'argent, je le place dans des actifs, des actions de l'État, des actions d'entreprise, des obligations d'entreprise, pardon, et des actions. Ces actifs vont me générer un rendement, avec aussi une probabilité de perte. Et en plus, chaque mois, je suis sûr d'être obligé de retirer de l'argent pour subvenir à mes besoins. Donc là, il va y avoir une compétition, pareil, entre la performance de mes actifs et mes dépenses quotidiennes. Si la performance de mes actifs est supérieure aux dépenses, bah, l'actif net va quand même augmenter. Si les performances de mes actifs sont inférieures à mes dépenses, et bah là, l'actif net va diminuer. Et à un moment ou à un autre, je serai ce qu'on appelle à découvert. Et pour savoir lequel des deux va l'emporter, c'est pareil, on peut avoir besoin de générateurs de scénarios économiques. Donc voilà un petit peu pour vous brosser le contexte. Alors, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de la nécessité ou de la non-nécessité d'avoir un générateur de scénario, je vais vous parler un petit peu des contraintes de risque. Alors souvent, en fait, on assimile un actif à son rendement. Oh, tiens, cet actif-là, il fait 6%, lui, il fait 7%, l'autre, il fait 10%, etc. Mais il y a une multitude de variables qu'il faut prendre en compte sur un actif avant d'investir. Là, je vous cite quelques exemples, de la volatilité, les queues de distribution, les corrélations, etc. Je vais vous montrer dans le prochain slide un petit peu à travers un graphique à quoi correspondent ces grandeurs. Ce sera peut-être plus parlant qu'un texte un peu lourd comme celui-ci. À quoi sert le générateur de scénario économique? Il permet de projeter la situation des actifs dans le futur et sert à optimiser le money management, à déterminer l'appétence au risque en fonction de la structure de vos dépenses et celle de votre portefeuille d'actifs. Et enfin, à analyser la sensibilité des performances aux variations extrêmes. Grâce à un générateur de scénarios économiques, on peut modéliser des risques dans le futur, comme par exemple le Covid, la guerre en Ukraine ou un attentat, par exemple, comme le 11 septembre 2001. Un générateur de scénarios peut vraiment générer des mouvements extrêmes des actifs qui peut vous permettre finalement de mieux visualiser quelle peut être la valeur de votre portefeuille dans ces situations-là, dans le futur. Alors, je vais vous prendre un exemple
assez simple, un peu aussi complet, qui est le CAC 40. Donc là, vous avez depuis 1998, l'évolution du CAC 40. Hein. Donc on a le pic, bulle Internet, crack Internet, on a la remontée, crise des subprimes, faillite de Lehman Brothers. Ensuite, on a une remontée, la crise grecque, la longue remontée, la crise du Covid, là, une nouvelle remontée, les vaccins, etc., et la crise en Ukraine. Et là, en fait, à travers ce graphique, je vais vous détailler toutes les grandeurs, tout ce qu'il faut analyser sur un actif. Quelles sont les variables qui permettent de se positionner ou pas sur un actif et qui vont d'ailleurs être utilisées en input dans les générateurs de scénarios économiques. Alors la première variable, donc celle que tout le monde connaît, c'est cette flèche bleue que je vous présente là, qui décrit le mouvement du CAC 40 entre 2012 et aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le drift, c'est la tendance de long terme. C'est la moyenne, c'est la performance moyenne autour de laquelle le CAC 40 va évoluer. Donc là, on a un exemple, par exemple, de tendance qui est positive sur le CAC 40. Donc le drift ou la performance moyenne, hein, elle se note en général mu. C'est la lettre grecque mu, elle se note en général comme ça. Donc ça, c'est la première grandeur qui permet de mesurer l'efficacité d'un actif, c'est sa performance moyenne. C'est une grandeur très importante. Hein. Vaut mieux investir dans des actifs qu'une performance positive que négative, mais elle est loin de donner une vision complète du risque que vous prenez en investissant dans un actif. Alors, autour de la tendance de long terme, souvent un actif, vous savez, un peu comme un ressort, il va fluctuer autour de sa tendance de long terme, sans forcément s'écarter énormément de sa tendance, mais il va fluctuer un peu comme un ressort. Donc là, on le voit, j'ai défini autour du CAC 40 un espèce de rectangle jaune avec les fluctuations du CAC 40 autour de sa tendance de long terme. Et cette fluctuation, on le voit ici, de cette tendance, hein, ces variations, ça s'appelle la volatilité de l'actif, qui se note sigma. Donc c'est la volatilité. La volatilité d'un actif mesure l'amplitude des variations de cet actif autour de sa tendance centrale. Donc c'est ce qu'on appelle le moment d'ordre 2 de l'actif. Donc ça c'est une grandeur qui est très importante, peut-être une des plus importantes, parce que la volatilité, en fait, mesure votre risque, elle est directement corrélée au risque de perte que vous pouvez subir sur le court terme sur un portefeuille. Voilà. Alors, malheureusement, les choses sont souvent plus compliquées que ça. Alors, on a la tendance de long terme, on a les variations autour de cette tendance qui est la volatilité. Néanmoins, on peut également on peut s'écarter très fortement de la tendance de long terme, encore plus que des simples mouvements de balancier, hein, qui sont liés à la volatilité. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle des moments d'euphorie. Vous voyez un petit peu les bulles en vert. Hein. On a la bulle Internet, on a eu la bulle des subprimes et on a eu la bulle, hein, une fois qu'on a trouvé un vaccin contre le Covid, un moment, à la fin de l'année 2021, le marché, les investisseurs pensaient que ça y est, on allait aller le CAC 40 allait aller à 10 000 points. J'ai moi-même fait une vidéo d'ailleurs avec un point d'interrogation, est-ce qu'un CAC 40 à 10 000 points est possible? Au même moment, je crois Patrick Artus, qui avait été invité à Ecorama, avait indiqué qu'il ne serait pas surpris de voir le CAC 40 à 8 000 points. Donc ça, ce sont des zones en vert, ce sont des zones d'euphorie. Alors elles sont matérialisées de manière mathématique par des queues de distribution positives avec ce qu'on appelle une excess kurtosis supérieure à 1 et une skewness supérieure à 1. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle, là, on s'éloigne
de la tendance centrale du CAC 40, on est ce qu'on appelle dans la queue positive. On est dans les événements extrêmes avec des 10%, des grosses performances positives que l'on observe parfois plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois consécutifs. Et ça, ce sont des moments d'euphorie. Et souvent, ce sont dans ces moments-là où les investisseurs se ruent en masse sur les actifs au prétexte en fait que nous sommes rentrés dans un nouveau paradigme. Souvent, lorsqu'il y a eu la bulle Internet, c'était les dot-com. Hein. Moi, j'ai connu ça. C'était dès qu'une entreprise s'appelait dot-com, sa valeur elle était multipliée par 2, par 3, par 4. On était rentré dans un nouveau paradigme où les investisseurs disaient ça y est, mais cette fois-ci, c'est différent. Les marchés ne peuvent plus baisser parce que les high-tech, parce que ceci, parce que cela. Deuxième bulle, c'est la bulle immobilière. Et là, on avait, je me souviens, les années 2006, 2005, 2006, hein, l'immobilier, ça ne peut pas baisser, ça ne peut jamais baisser, ça ne peut faire que monter. Vite, acheter parce que demain, le bien, il ne sera plus disponible. Bon, c'était cette période d'euphorie, hein, surtout aux États-Unis, donc qui a précédé la crise des subprimes, c'était la bulle immobilière. Et à chaque fois, cette fois, c'était les agents immobiliers. Oui, mais cette fois-ci, c'est différent. Il y a une pénurie de biens, il y a énormément de naissances, il y a une forte immigration. Enfin, tous les prétextes étaient bons pour justifier qu'un actif, alors ici, c'était l'immobilier, ne pouvait jamais baisser. Ça, c'est la deuxième bulle. Là. Et la troisième bulle en vert, c'est les vaccins, on a vaincu le Covid, il y a les vaccins, et puis de toute façon, les marchés ne peuvent jamais baisser parce que les banques centrales, elles seront toujours là pour faire la planche à billets, quoi qu'il arrive. Le fameux « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron. Eh ben, c'était la petite bulle verte. Donc là, ce sont des périodes qui sont caractérisées par d'un point de vue mathématique, par une kurtosis élevée et par une skewness positive et plutôt élevée. Donc là, c'est ce qu'on s'éloigne de la normalité, on s'éloigne de la tendance de long terme avec la volatilité, donc on s'éloigne encore plus. C'est ce qu'on appelle une queue de distribution épaisse et positivement orientée. Alors évidemment, si vous avez des queues de distribution positives, vous avez aussi un phénomène symétrique qui est le crack, qui sont des mouvements de panique. Et là, on les voit très bien. On voit, alors on a eu la bulle, l'euphorie Internet, on a son pendant, on a le crack Internet et la crise les attentats du 11 septembre. Et là, on a l'effet inverse, c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, c'est fini, etc., etc., etc. On l'a eu en 2002, on l'a eu en 2008 avec la faillite de Lehman Brothers, c'était la fin, c'était le système bancaire qui va s'effondrer. Enfin, il y avait des économistes qui arrivaient à la télé en disant sauf qui peut, c'est la fin du monde. Et puis, on a la troisième bulle, voilà, la négative, hein, crise du Covid, confinement. Et là, c'est pareil, on avait des gens, des prophètes de mauvais augure qui venaient nous annoncer que ça y est, cette fois, c'est la fin du monde, c'est la peste noire. Et là, on voit sur les marchés comment la surréaction des marchés à la baisse. Donc, ces moments-là sont caractérisés mathématiquement par des queues de distribution négatives, donc avec une excess kurtosis supérieure à 1, mais une skewness inférieure à -1, qui sont liés à des mouvements de panique. Et souvent, c'est dans ces moments-là que les investisseurs peuvent tout perdre, soit en se prenant des appels de marge parce qu'ils ont investi avec des leviers et là, les pertes sont tellement importantes que la banque coupe la position, soit vous avez des investisseurs qui n'ont pas forcément fait du levier, mais qui paniquent en voyant l'actualité, en voyant, en voyant les gourous se succéder, en prophétisant la fin du monde. Ben, vous avez des investisseurs qui ont malheureusement acheté au plus haut et qui vendent au plus bas parce qu'ils sont paniqués. Ben, ça a été le cas d'ailleurs de Newton, hein, c'est l'exemple de ma première vidéo, Newton qui a vendu ses actions au plus bas après les avoir achetées au plus haut et qui a fini ruiné. Donc là, ce sont les deux moments, excess kurtosis et skewness. Alors vous avez un troisième moment qui est très intéressant, qui est ce qu'on appelle l'autocorrélation. Alors vous avez souvent, vous entendez souvent l'adage qui dit
en finance, les performances passées ne présagent pas les performances futures. Ça, c'est un adage, hein, c'est un proverbe. Pourtant, quand on observe le graphique, quand on observe cette courbe, on constate que très souvent, vous allez avoir, lorsque vous avez une performance positive, vous allez souvent avoir un train de plusieurs mois, puisque là, on est en CAC 40 en performance mensuelle, vous allez avoir plusieurs mois consécutifs de hausse du CAC 40, suivi de plusieurs mois de baisse consécutive du CAC 40, et ainsi de suite. Vous allez souvent avoir en fait des trains de hausse successive suivis de trains de baisse successive. Et ça, en fait, c'est finalement le fait que la probabilité que la performance de demain puisse être expliquée par la performance observée hier, elle porte un nom, ça s'appelle l'autocorrélation. Donc là, on le voit, la probabilité que l'indice augmente ou diminue demain, sachant qu'elle a augmenté ou diminué hier, ça s'appelle le coefficient d'autocorrélation. Donc ça, c'est un autre moment qui est très important à regarder lorsque l'on analyse un actif. C'est son coefficient d'autocorrélation. C'est la capacité de l'actif, en fait, à répliquer des performances futures en fonction du passé. Par exemple, l'immobilier est un actif qui est très autocorrélé. On sait que si l'immobilier fait plus 3, plus 2, plus 4 pendant 3 mois, il y a peu de chances que le quatrième mois, il fasse moins 20. Il y a de grandes chances que le mois d'après, il continue sur sa lancée en ayant des performances positives. Ça s'appelle l'autocorrélation. Et enfin, vous avez un dernier moment qui est très important, qui est capital, qui est la corrélation avec les autres actifs. Là, je vous ai mis un petit graphique qui représente le CAC 40 avec l'évolution des taux d'intérêt de l'État français. Ça, c'est un exemple comme ça pour illustrer. Mais en général, les actifs n'évoluent pas comme ça chacun de manière complètement désordonnée. En général, lorsque par exemple vous avez la bourse américaine qui s'envole, il y a de grandes chances que les bourses européennes montent aussi. C'est ce qu'on appelle les corrélations. Donc vous allez avoir des actifs qui vont être très corrélés avec d'autres actifs et qui peuvent être aussi complètement anticorrélés, avec une corrélation négative avec d'autres actifs. Par exemple, on sait que par exemple, l'argent métal, hein, je vous ai présenté l'argent métal dans une vidéo, il est corrélé négativement avec les taux d'intérêt, des taux d'intérêt réels. C'est-à-dire que si vous avez les taux d'intérêt nominaux qui montent plus vite que l'inflation, croissance des taux, vous allez avoir l'argent qui va avoir des performances négatives. Ce qui est aussi vrai pour l'or d'ailleurs. Donc ça, c'est un exemple de corrélation négative. Donc là, on voit que quand on creuse un peu le sujet, on voit que choisir d'investir dans un actif, malheureusement, c'est pas juste regarder sa performance. Il y a d'autres choses à voir. Donc vous avez la performance, vous avez la volatilité, les amplitudes de variation, vous avez la probabilité d'avoir des performances extrêmes, ce qu'on appelle la kurtosis, vous avez la probabilité d'avoir des performances extrêmes, soit positives, soit négatives, ça s'appelle la skewness, vous avez la probabilité qu'un actif soit entraîné à la hausse ou à la baisse par un effet, ce qu'on appelle un effet d'inertie, c'est l'autocorrélation, et enfin, comment cet actif se comporte par rapport aux autres actifs, ce qu'on appelle la corrélation. Vous voyez, on a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour expliquer la performance d'un actif. Et ce n'est pas tout. Là, je vous ai parlé des actions, mais vous avez aussi, pour d'autres classes d'actifs, notamment le crédit, les obligations d'entreprise, hein, ou les obligations d'État, mais en particulier les obligations d'entreprise, vous allez encore avoir d'autres paramètres, d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu. Par exemple, vous allez avoir le spread de crédit entre un État ou une entreprise par rapport au taux sans risque. Donc le spread, ça va mesurer la prime de risque qu'un investisseur attend d'une entreprise qui est plus risquée qu'un État, par exemple. Donc ça va s'appeler le spread ou la prime de risque. Deuxième variable importante pour le crédit,
la matrice de transition. Alors, la matrice de transition, c'est le passage, la probabilité de passer d'un rating à l'autre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous investissez dans un titre d'entreprise, une obligation d'entreprise, un paramètre très important à regarder, c'est sa note. Les entreprises, elles sont notées par des agences de notation. Donc, les notes vont de AAA, c'est la meilleure note, à D, qui est la situation de défaut. L'entreprise ne peut plus payer elle ne peut plus payer ses dettes, ses crédits. Et chaque année, les agences de notation revoient les notes des différentes entreprises. Et ça, ces revues de notes, elles sont centralisées, elles sont consignées dans des bases de données que l'on appelle des matrices de transition. Et ça, les générateurs de scénarios prennent en compte ces matrices de transition. Troisième point qui découle de la matrice de transition, c'est ce qu'on appelle la probabilité de défaut. Donc la probabilité de défaut, comme son nom l'indique, c'est la probabilité qu'une entreprise ne puisse plus payer ses dettes. Parce que c'est bien beau, vous investissez dans une entreprise ou une action, vous avez sur les 20 dernières années, elle prend 6% chaque année, c'est super, c'est génial. Bah, oui, ok, c'est très bien. Imaginez que vous investissez et puis dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, l'entreprise fait un très mauvais investissement. Et la banque, prise de panique, décide d'augmenter le taux d'intérêt qu'elle prête à cette entreprise. Bah, l'entreprise, elle peut potentiellement faire faillite, ne plus être capable de rembourser le crédit qu'elle a à sa banque. Et en cas de faillite, ben, vous, si vous êtes investisseur dans cette entreprise, vous serez le dernier à être remboursé. Une entreprise, quand elle fait faillite, on va d'abord payer les salaires, on paye les créanciers, on paye l'impôt, l'État, et vous, en tant qu'investisseur, vous êtes le dernier servi. Et c'est ce qui nous amène au quatrième point, ce qu'on appelle le Loss Given Default, le LGD, qui est justement ce qu'un investisseur peut perdre si l'entité, donc l'entreprise dans laquelle il a investi, fait faillite. Alors, quand je dis l'entité où il a investi, je parle d'un investissement obligataire, un achat d'obligation. Et enfin, le dernier paramètre, c'est le taux de récupération. Bah, c'est la part du capital qui peut être récupérée en cas de défaut de l'entité. Donc, vous avez acheté une obligation d'une entreprise, l'entreprise fait faillite, donc évidemment, vous ne pouvez plus recevoir vos coupons, vos intérêts, mais en plus, vous allez perdre une partie de votre capital. Et le capital que vous pouvez récupérer, bah, il est défini par 1 moins le loss given default, 1 moins le pourcentage de perte de l'entreprise liée au défaut. Donc, vous voyez un petit peu, vous avez énormément de paramètres, de facteurs, de risques qui rentrent en jeu pour choisir d'investir ou de ne pas investir dans un actif. Et ça, les générateurs de scénarios, en fait, ils intègrent tout ça. Donc ça, c'est un exemple. Là, j'ai mis un exemple d'analyse des historiques des deux principaux actifs français. Vous êtes en France, les deux principaux actifs français. Vous avez les actions françaises au travers du CAC 40 et vous avez les emprunts d'État français au travers de ce qu'on appelle l'OAT, obligations assimilables au trésor. Et donc là, en fait, j'ai pris, c'est simple, vous prenez les historiques et vous avez la performance du CAC 40, du taux français, les volatilités, les skewness, les excess kurtosis, les autocorrélations et la corrélation entre les taux et les actions. Donc là, vous avez un exemple finalement de calcul de moments, on appelle ça les moments, sur les principaux actifs français. Alors en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Dans un générateur de scénarios économiques, en fait, vous allez prendre les différents actifs, vous allez calculer leur volatilité, leur skewness, leur kurtosis, leur autocorrélation, les corrélations, la matrice de corrélation des actifs entre eux. Et c'est ça que vous rentrez dans votre générateur de scénario qui, à partir de ça, va vous générer un ensemble de trajectoires. Alors, il n'existe pas un seul générateur de scénario magique, ça serait trop facile. Il existe un ensemble
de générateurs de scénarios économiques. Alors là, je vous fais un panorama qui n'est pas exhaustif, hein. Vous avez les modèles, ce qu'on appelle les modèles à un facteur, hein, notamment sur les taux, modèle de Black, Nelson Siegel, Bassichek, CIR. Vous avez les modèles à plusieurs facteurs, AJM, Langstaff and Schwartz, CIR++, MLG2+. Vous avez aussi, donc ça c'est l'ensemble de modèles, vous avez deux modèles que je connais bien, que j'ai manipulés personnellement. Le premier modèle, c'est Moody's Analytics, qui est pas mal utilisé par les assureurs, notamment hein, Barry Burt, avec un modèle action qui suit une approche SVJD, donc une approche avec volatilité stochastique et processus assaut. Des modèles de taux qui sont inspirés du modèle de Black-Karasinski à deux facteurs, et des modèles de crédit qui sont de type G2, G3, un dual terme premium. Donc ça, c'est Moody's. Et vous avez un autre modèle, hein, c'est un exemple hein, que j'ai développé, alors je ne suis pas mécontent de moi, que j'ai développé chez mon ancien employeur, donc qui s'appelle Alamo, qui est inspiré des modèles de type LMM, visant à modéliser le comportement de chaque actif, en fait, comme une particule atomique en physique quantique qui doit respecter certaines propriétés. Alors, bien évidemment, je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, notamment Alamo, qui reste la propriété de mon ancien employeur, et bien évidemment, je ne vais pas m'attarder sur son fonctionnement. Mais tout ça, en fait, pour vous expliquer que le money management, au travers des générateurs de scénarios économiques, c'est quelque chose qui apporte réellement une valeur ajoutée inestimable aux investisseurs. Et d'ailleurs, l'importance des générateurs de scénarios est telle que c'est devenu un passage obligé pour les assureurs qui veulent gérer vos fonds en euros. Lorsque vous placez votre argent chez un assureur vie, donc dans un fonds euro d'un assureur vie, bah, l'assureur va gérer cet argent, va piloter l'ALM, hein, Asset Liability Management, va piloter ce fonds euro, notamment au travers d'un générateur de scénarios économiques. Et leur importance est telle que même la Banque de France, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dépend de la Banque de France, a mis en place une procédure que je vous mets là, hein, c'est public, hein, c'est public, vous allez sur le site de la Banque de France, vous tombez dessus. Une procédure que doivent respecter les assureurs pour gérer leurs risques financiers. Et on voit, hein, donc ça c'est le processus de gestion des risques financiers de l'assureur, et on voit qu'est-ce qui est central dans ce processus de gestion de risque de l'assureur? Le générateur de scénarios économiques. Et ça, la source, c'est la Banque de France. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la Banque de France. Donc tout ça pour vous dire que le money management, c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est-à-dire qu'avant d'investir dans un actif, prenez une feuille de papier et notez, essayez de définir quelles sont les pertes maximales au-delà desquelles vous ne voulez pas aller. Et essayez d'anticiper quelles peuvent être les pertes maximales que vous pouvez subir sur un actif. Alors je sais, ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas du tout facile, et c'est pour cela que l'utilisation des générateurs de scénarios est quelque chose de très important à maîtriser. Alors moi, j'ai développé c'est mon métier, donc j'ai beaucoup travaillé sur les générateurs de scénarios économiques, j'en ai audité certains, j'en ai développé d'autres, j'ai fait la recette d'autres GSE, bien évidemment, mais si ça peut vous rassurer, vous n'avez pas, pour gérer vos investissements, vous n'êtes pas obligé d'avoir une technicité telle que vous avez développé pour le compte d'assureur ou de banque des générateurs de scénarios. Vous pouvez, en vous formant avec un petit fichier Excel, générer finalement des trajectoires, les trajectoires futures des actifs
dans lesquels vous souhaitez investir. Alors, ça va pas vous donner, ce ne sera pas forcément juste mathématiquement, mais ça peut vous donner une vision qui soit assez proche de la réalité des risques que vous êtes susceptible de prendre en investissant dans tel ou tel actif. Donc ça c'est quand même quelque chose de très, quelque chose de vraiment de très très important. Alors, c'est quoi la finalité d'un générateur de scénario économique? Le but, c'est de calculer la perte maximale admissible. Là, j'ai pris un exemple. Un investisseur souhaite placer 10 000 euros. Alors, il veut investir une partie dans le CAC 40, mais il ne veut pas perdre, donc c'est lui, quoi, il ne veut pas perdre plus de 2 000 euros sur un an si les marchés dévissent. Donc, que fait cet investisseur? Donc, on suppose qu'il a un générateur de scénario ou qu'il connaît quelqu'un qui en a un. Donc, il va rentrer les caractéristiques du CAC 40 dans le générateur de scénario, hein, le rendement, la volatilité, la skewness, l'excess kurtosis, les corrélations, l'autocorrélation. Et en sortie, il va obtenir, j'ai pris un exemple, hein, 100 trajectoires, ça peut être plus, hein, 100 trajectoires d'évolution sur les 12 prochains mois. Donc, on a les 10 000 euros, et voilà ce que 10 000 euros investis sur le CAC, voilà ce que ça peut devenir. C'est assez, vous voyez, on a une grosse dispersion, hein. Ça peut aller à 25 000 euros, mais ça peut descendre à peu près 7 000 euros. On constate que sur les 100 scénarios générés, dans le pire des cas, si les 10 000 euros sont placés en intégralité sur le CAC 40, au bout de 12 mois, le portefeuille de l'investisseur tombe à 6 731 euros, soit une perte de 3 269 euros. Or, l'investisseur, il n'est prêt à perdre que 2 000 euros. Il ne veut pas perdre 3 269 euros. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour limiter sa perte à 2 000 euros, il placera alors dans le CAC 40 la somme de 10 000 euros proratisée par la perte maximale qu'il est prêt à accepter, divisée par la perte maximale que donne le générateur de scénario, soit ce qui donne 6 118 euros. Et donc là, on voit un peu l'importance en fait du money management. Et là, c'est un exemple du money management par les générateurs de scénarios économiques. C'est que grâce aux générateurs de scénarios, l'investisseur, il ne va pas dire bah, tiens, le CAC 40, il va monter et descendre. C'est faux. Un GSE ne va pas vous donner la direction que va prendre votre actif. Ça, ce n'est pas un outil prédictif. Par contre, c'est un très bon outil de money management parce qu'un investisseur qui ne veut pas perdre, par exemple, plus de 2 000 euros, bah, le GSE, le générateur de scénario, va conseiller à l'investisseur de dire si vous ne voulez pas perdre plus de 2 000 euros, bah, au lieu d'investir 10 000 euros, investissez 6 118 euros sur le CAC 40. Ce qui permet, et là c'est ça qui est intéressant, ce qui permet l'investisseur en investissant 6 100 euros, il est quasiment sûr de limiter sa perte à 2 000 euros en cas de krach sur les marchés, mais en plus, il va dégager 3 882 euros qui ne seront pas investis dans le CAC 40, mais qu'il pourra utiliser dans un autre actif avec une proportion, là encore, déterminée par son appétit au risque. Donc on voit bien cette stratégie finalement d'éclater, de dispatcher ces investissements en plusieurs actifs décorrélés entre eux. Et cette stratégie, elle porte le nom de budget de risque. Donc c'est souvent un budget de risque, c'est un terme qui est souvent utilisé chez les banquiers et les assureurs. Et évidemment, ça porte le nom de money management pour les investisseurs particuliers. Donc voilà un petit peu pour cette partie sur les générateurs de scénarios économiques et leur importance dans l'aide à la décision d'allouer vos investissements dans les différents actifs et de vous donner en fait une idée de ce que vous risquez de perdre dans le futur si les marchés
n'évolue pas dans le sens désiré. Donc voilà, ça c'est un petit peu, c'était un petit peu la partie un peu centrale du money management, parce que bon, oui, voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'un rendement, ce que c'est qu'un effet de levier, mais voilà un petit peu comment on peut, à travers des générateurs de scénarios économiques que l'on peut développer à la main avec Excel. Hein. Il n'y a pas, bon, effectivement, les banques et les assureurs, eux, ils ont ils ont vraiment des outils, des logiciels, mais un particulier, il peut, si vraiment il est motivé, il est intéressé, il peut, à la main, avec un fichier Excel, tout le monde a Excel, il peut, avec des petites fonctions, développer des générateurs de nombres, des générateurs de scénarios, alors très simplifiés, hein, plus simple que ce que je vous ai présenté là, mais au moins suffisamment costaud pour donner une idée des pertes qu'ils peuvent subir en investissant dans tel ou tel actif. Voilà, bah, écoutez, bah, c'est tout pour cette troisième vidéo. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour une quatrième vidéo où je vais vous présenter une étude de cas personnelle sur laquelle bah, je travaille à titre de, bah, pour investir. Voilà, c'est une opportunité que j'ai détectée en vue d'investir. Mais là encore, hein, money management, hein, il s'agit d'être prudent, il s'agit de prendre un peu de risque, bien évidemment, mais de le faire de manière raisonnée et calculée, et pas en mode fear of missing out, comme a pu le faire Newton. Voilà, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous à très bientôt.